Ravi de vous retrouver sur votre chaîne ITV pour accueillir aujourd'hui M. Moribo Fall. Moribo Fall, on le présente plus au Sénégal. Il est écrivain, mais il refuse le mot d'écrivain. Il dit qu'il est écrivain ou verbivore. Moribo Fall a produit, écrit beaucoup de choses par rapport à la vie. C'est un écrivain, c'est un poète. Avec le coronavirus qui a frappé l'Afrique et frappé le monde, on a constaté que les musiciens ont sorti beaucoup de morceaux musicaux pour sensibiliser par rapport à la maladie. Les écrivains moins, peut-être il y a eu beaucoup de réactions dans les pages Facebook et dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'un des écrivains sénégalais, Moribo Fall, a sorti aussi un poème par rapport à cette maladie. Il a écrit aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Moribo Fall, quand on est écrivain, que cette maladie frappe le monde considéré par l'Occident, par le capitalisme comme puissant, où tout semble être à l'arrêt. Quelle réflexion fait-on de cela? Bon, donc je salue vos téléspectateurs et je vous remercie de m'inviter à votre belle émission, n'est-ce pas, en direct, et pour parler de cette pandémie qui traumatise le monde entier, parti de Chine, n'est-ce pas, le virus du coronavirus s'est répandu à travers le monde entier. L'Afrique n'est pas épargnée, n'est-ce pas, même si on compte moins de décès chez nous. Les musiciens, vous avez dit, ont peut-être beaucoup plus de facilité d'intervention que les écrivains, parce que nous avons la plume. Les gens, vous savez, lisent très peu dans nos pays. Moi, j'ai écrit, par exemple, un poème que vous avez eu, que j'ai fait en audio et que vous avez eu, n'est-ce pas, la gentillesse de diffuser à iRadio. Je vous remercie. J'ai écrit aussi un poème en Wolof, un coronavirus que Africa 7 a fait écouter à ses téléspectateurs. Et donc, l'écrivain ne peut pas être indifférent à ce fléau-là qui touche l'humanité entière. Et il y a des écrivains qui ont réagi, comme vous le dites, soit par écrit, dans les journaux ou à travers Facebook, les réseaux sociaux. J'ai entendu un poème du comédien poète Pape Faye, un très beau poème, n'est-ce pas, bien illustré, n'est-ce pas. Moi-même, j'ai réagi à ma manière et je pense que c'est peut-être aux radios et aux télévisions nationales de prendre, n'est-ce pas, en charge ces productions qui sont disponibles. Mon poème en Wolof est disponible, mon poème en français aussi est disponible. Et je pense que j'ai l'intention aussi d'écrire un sketch, n'est-ce pas, sur le coronavirus. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'une des mesures barrières, la distanciation. La distanciation, comment ça se fait dans le couple. Donc, c'est une question que je pose à travers un sketch que je suis en train de terminer. Le poème que vous avez déclamé en sonore, qu'est-ce que vous dites dans ce poème par rapport au virus? Non, ce poème, peut-être qu'il faudra le faire écouter puisque vous l'avez disponible déjà. Donc, vous le faites écouter. Et dans ce poème, en français, je me pose la question de savoir d'abord d'où vient ce virus. Est-ce que c'est un fléau, comme le disent les croyants, qui pensent que c'est parce que l'humanité, n'est-ce pas, a dévié de sa route que le bon Dieu nous envoie cette pandémie pour nous punir? Et si c'est cela, nous devons faire pénitence. Je demande aussi si, au contraire, est-ce que ce n'est pas, n'est-ce pas, un virus échappé d'un laboratoire? Parce que aussi, parmi les supputations, on dit que peut-être, vous voyez, Trump est en train d'accuser les Chinois et ils pensent que c'est les Chinois qui ont créé ça. Certains pensent que c'est un virus qui a échappé
n'est-ce pas, aux chercheurs, n'est-ce pas. D'autres disent que peut-être aussi c'est une arme de dépopulation massive, n'est-ce pas. Ça, c'est les pessimistes qui pensent que peut-être on voudrait peut-être diminuer, n'est-ce pas, de la population mondiale tous les inutiles, n'est-ce pas. Parce que vous voyez, ceux qui sont frappés par ce virus sont les défavorisés, ceux qui vivent de façon précaire, les pauvres. Aux États-Unis, ce sont les Noirs américains, ce sont les Latinos qui sont frappés. Quand vous allez en Europe, en France par exemple, ce sont les gens des banlieues, qui ne sont pas des Français de France, qui sont frappés, mais les autres. Il faut aussi voir ce problème-là. Donc, je pose le problème de savoir vraiment d'où vient ce fléau et quelle, n'est-ce pas, attitude nous devons prendre. D'abord, il faut prendre en compte, bien sûr, les mesures barrières dont nous parlons. Donc, porter le masque, se laver, n'est-ce pas, garder la distance physique, pas sociale quand même, mais aussi éviter les grands rassemblements, n'est-ce pas, et éviter aussi de toucher en public, etc. Donc toutes ces mesures barrières, n'est-ce pas, il faut bien les respecter. Mais je dis aussi que dans ce poème, que pourtant ce virus nous apporte quelque chose peut-être de positif, parce qu'il nous permet de nous revoir, de revoir nos comportements. Parce que nous avons vu, il y a quelque temps, avant la pandémie, nos villes étaient sales. Si bien que le président avait institué ce week-end clean, n'est-ce pas, le week-end pour la propreté, le samedi de chaque fin de mois, n'est-ce pas, etc. C'était bien. Les gens aussi se bousculaient dans les bus, etc. Tout cela, je l'ai dit dans ce poème-là. Mais ce virus arrive en Afrique où, selon les statistiques, il attaque le plus les vieilles personnes. Et en oui, Afrique, il paraît que les vieilles personnes, c'est un patrimoine. Comme certains disent que l'oralité africaine est détenue par les vieilles personnes. On dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Comment protéger aujourd'hui les vieilles personnes en Afrique pour conserver cette mémoire? Bon, donc vous voyez, le virus, il touche les petits, les enfants et les vieillards. Vous voyez, ceux qui sont décédés ont au-delà de 60 ans. En général, ce sont les vieilles personnes parce qu'ils sont plus vulnérables. Parce qu'il y a déjà des maladies ils sont soit grabataires, ils sont asthmatiques, ils sont hypertendus, etc. Et quand le virus se trouve là, donc il te terrasse plus facilement. Donc, ce serait dommage que nos vieilles personnes meurent de cette façon. Parce qu'en Afrique, la sagesse est détenue par les vieilles personnes. Bien sûr, il y a les livres maintenant qui prennent le relais. Et je pense que beaucoup de gens comme moi ont fait le travail de Birago Diop. C'est-à-dire qu'ils ont recueilli. Moi, j'ai écrit Yobolu Ndaw, qui est un recueil de textes en Wolof que j'ai emprunté à des vieilles personnes, à mon père, à ma mère, à d'autres personnes avec qui je discute, et je les ai regroupés dans ce recueil. Donc, il serait tout à fait regrettable que ce virus, quand même, nous soustrait de notre vie, n'est-ce pas, ces personnes qui sont quand même d'un apport très précieux pour nous, parce que ce sont les gardiens de notre tradition. N'est-ce pas? Justement, le travail que vous avez fait par rapport à cela, ce virus qui remet en cause beaucoup de certitudes, est-ce que vous pensez qu'avec ce virus avec lequel nous sommes peut-être contraints, entre guillemets, de vivre avec, il faudrait changer de paradigme, justement, recueillir davantage ces réflexions de vieillards, les confiner dans des livres, les mettre en audio, les mettre sur Internet, pour conserver cette mémoire africaine? Absolument. Donc, le virus, on ne peut pas dire qu'une pandémie est une bonne chose. Mais tout le monde est en train de réfléchir sur l'après-Covid-19. On souhaite que les médecins trouvent un vaccin pour éradiquer, n'est-ce pas, ce fléau. Mais nous pensons que ce fléau, quand même, va nous aider à changer de comportement, va nous aider à prendre certaines mesures sur le plan médical, à équiper nos laboratoires, à doter de moyens nos chercheurs
pour qu'ils puissent chercher et qu'on n'attende plus le secours de l'Occident ou de l'Amérique, que les Africains aussi cherchent, parce que nos plantes ont des vertus médicinales, parce que nos chercheurs formés à l'occidental ont du savoir-faire et il faut leur faire confiance. Donc, après, n'est-ce pas, aussi, vous avez vu, l'école aussi, il y a une révolution. La télé et la radio jouent un rôle très important dans l'éducation et ils auraient dû jouer cela depuis longtemps. Mais c'est avec ce Covid, avec cette pandémie que nous découvrons que la radio peut jouer un rôle très important dans l'éducation, dans la formation des enfants. La télé, l'école à la télévision, l'école à la radio, vous voyez, ça c'est formidable. Et moi je dis... C'est des choses que nous avions connues. Au temps des indépendances, la télévision scolaire était là, oui, avant. La radio scolaire était là, tout ça avait été délaissé entre-temps. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on avait délaissées, mais il faut y revenir parce que moi je pense que le rôle des médias en général, de la télévision et de la radio en particulier, c'est l'éducation, c'est la formation au-delà de l'information, n'est-ce pas? Et donc, avec le coronavirus, on a vu qu'on est retourné à cette orthodoxie, à cette mission première des médias. Et c'est très important. Et je le disais au docteur Massamba Gueye que même après, n'est-ce pas, la victoire sur le coronavirus, il faut que dans les radios, dans les télévisions, ça continue, qu'on crée des émissions, n'est-ce pas, où les enseignants viendront parler vraiment aux élèves et au-delà des élèves, à la société entière. Parce qu'on en a besoin. Parce qu'à ITV, je vois déjà que vous avez des émissions dans ce sens-là qu'il faut d'abord approfondir et élargir. Oui. Vous êtes parent d'élèves, on parle de l'école. Oui, je suis parent d'élèves. Cette semaine, c'est l'ouverture des classes. Les enfants qui sont en classe d'examen doivent reprendre avec les mesures qu'on doit prendre dans les écoles pour protéger les enfants, protéger les enseignants. Absolument. Quel regard avez-vous? Est-ce que vous êtes inquiet pour Moi, les enfants? je suis président de l'association des parents d'élèves du lycée d'excellence Seydina Limamoulaye. J'ai convoqué mon bureau demain pour que nous soyons sur place pour voir ce qui se passe. Est-ce que les mesures barrières seront respectées? Est-ce que tout ce que l'État a promis pour mettre en sécurité l'école et le personnel enseignant et les élèves, n'est-ce pas? Est-ce que tout cela est en place? Parce que nous avons pris acte en attendant de voir si le mardi 2, est-ce qu'il y aura une rentrée effective? Nous voyons que les enseignants qui sont dans les régions, n'est-ce pas, ont été convoyés à bonne destination. Maintenant, il ne faut pas cacher qu'il y a de l'inquiétude partout. Le président du gouvernement scolaire du lycée dont je suis le président des parents m'a appelé pour me dire leur inquiétude. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand la maladie ne s'est pas tellement propagée, on avait fermé. Et maintenant qu'il n'y a plus de cas positifs, n'est-ce pas, on ouvre. Alors, parents et élèves sont inquiets. Mais nous faisons confiance quand même à nos gouvernants. Nous pensons que le président de la République, quand il prend une décision, c'est après avoir pris langue avec les médecins, n'est-ce pas? Et nous, en tant que président, en tant que parents d'élèves, nous avons pris acte. Mais nous avons donné des recommandations. Premièrement, une concertation entre les parties prenantes de la situation, c'est-à-dire les responsables des établissements, les chefs d'établissement, l'administration scolaire, les syndicats présents dans les écoles, les parents d'élèves, les élèves, n'est-ce pas? Tout ce qui on discute. Et si on discute, on trouvera une solution adéquate. Et si on l'avait fait très tôt d'ailleurs, on pourrait même trouver des solutions qui permettent que tous les élèves aillent en classe sans problème,
on ne se contenterait pas seulement de permettre à ceux qui ont des examens d'y aller. Justement, il y a une inquiétude par rapport à ceux qui ne font pas les examens. Oui, justement, qu'est-ce qu'il faut c'est faire ça. pour les prendre en charge? Est-ce qu'ils ne risquent pas de désapprendre? C'est-à-dire, s'ils avaient eu cette concertation dont j'ai parlé avec toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, et bien localisée, parce que chaque établissement, dans chaque région, il y a des réalités dont il faut tenir compte. S'il y a une bonne concertation, on peut régler les choses, n'est-ce pas? Et je pense que ceux qui sont au perché doivent penser que les choses se passent en bas sur le terrain. C'est ceux qui sont sur le terrain qui peuvent régler les choses. Mais si on le fait sans les consulter, on aura toujours des problèmes. Ceux qui gèrent les établissements, ceux qui sont dans les établissements, ils savent comment s'en sortir. Mais au sud du pays, il y a des inquiétudes. Certains de l'hivernage commencent déjà à Oui, s'installer. bien sûr. Les premières pluies à Kolda, il y a des abris provisoires. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions, aller à l'école? Proviseur, je sais de quoi il s'agit. Il y a des établissements, des écoles même sous des abris provisoires, mais réglés à 100%. Donc, il y a ces problèmes et il y a des localités où, dès les premières pluies, les élèves vont au champ. Ils ne viennent pas à l'école. Donc, vous voyez, c'est des problèmes quand même. Est-ce que justement cette situation ne va pas créer des lacunes chez les élèves? Et ce sont ces élèves-là qui progressent pour aller jusqu'à l'université et qu'on se dise aujourd'hui que dans nos universités, qu'il y a une véritable baisse de niveau. Oui, le niveau quand même partout baisse, dans les lycées, dans les universités, et ce n'est pas seulement, osons le dire, sur les élèves que l'on constate cela, même sur le personnel enseignant. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve à redire, n'est-ce pas? Donc il faut se ressaisir, et je pense que ces grèves récurrentes, accumulées, n'est-ce pas, plus vraiment ce problème qui nous tombe sur la tête, ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc, et cette pandémie, pour vous, c'est une occasion de remise en cause de beaucoup de choses par rapport à l'éducation? La réformer, revoir l'éducation? Non, l'éducation, on doit le revoir depuis longtemps. Parce qu'il y a un problème d'adaptation des programmes de l'éducation. Parce que nous sommes des Sénégalais. Notre école doit former un homo sénégalensis, n'est-ce pas, bien sûr enraciné dans sa culture, mais ouvert aussi au souffle fécondant, comme disait le poète, n'est-ce pas, ouvert au souffle fécondant de l'extérieur. Mais nous trouvons que les programmes, n'est-ce pas, ne nous enracinent pas davantage et ne nous ouvrent pas comme cela devait nous ouvrir, parce que nous ouvrir, ce n'est pas seulement nous faire bénéficier de l'apport du progrès venant de l'extérieur, mais le monde évolue tellement vite qu'il y a les nouvelles technologies, etc. Il y a tellement de choses sur lesquelles nous sommes en retard. Aujourd'hui, certains estiment que l'affaire, la Covid, le coronavirus, est venu remettre les contours à zéro. Oui, est-ce que vous pensez que c'est une bonne occasion pour que ceux qui gèrent l'éducation au Sénégal réfléchissent davantage, adaptent nos programmes par rapport à notre réalité, que les langues nationales soient enseignées dans nos écoles, que les mathématiques soient faites dans les langues nationales, comme ont toujours prôné certains observateurs? Surtout les langues nationales, parce que quand même, il est absurde que plus de 60 ans après les indépendances, on continue à se poser la question, est-ce qu'il faut enseigner les langues, est-ce qu'il ne faut pas enseigner les langues? Parce que la langue, n'est-ce pas, c'est ce qui identifie l'individu. Moi, quand je voyage, quand je veux dire un poème, si je ne le dis pas dans ma langue maternelle, les gens me disent que tu ne vas pas parler parce que tu n'es pas français. Même si tu écris de beaux poèmes en français, mais tu n'es pas français. C'est dans ta langue qu'on voudrait t'entendre dire des poèmes. Alors, c'est d'ailleurs ce qui m'a obligé à écrire dans le grappe poétique que je vous offre, n'est-ce pas? Le dernier recueil est un recueil bilingue, Soudjant donne hier ou hier, si le soleil épiait la lune. Parce que, même, il faut quand même que les gens reviennent à eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, nos langues, on ne doit même plus se poser cette question, on doit les enseigner partout, jusqu'à l'université, parce que c'est ce qui nous rend à nous-mêmes. Parce que, aussi, le Wolof le dit, bopu kese amul njariñ su lamiñ, te lamiñ moy la langue, n'est-ce pas?
joxe bopp rocc làmmiñ amul sens. Donc, et on est toujours dans cette situation et ça nous rend très petits par rapport aux autres, hein, parce que les autres nous font des leçons. Parce que quand vous allez ailleurs, les gens parlent leur langue. Et vous parlez une autre langue. Ils vous disent, est-ce que vous n'avez pas de langue maternelle, vous? Je dis non, j'écris en français. Ah, mais le français, ce n'est pas ta langue maternelle. Et ça, pour vous, c'est une question de volonté politique? Mais c'est une volonté politique, bien sûr. Parce que dans nos pays, il y a une multitude de langues. Et comme nos dirigeants aussi pensent trop à l'électoralisme, ils ne veulent frustrer personne. Mais moi, je pense que diriger aussi, c'est souvent faire acte de courage. Quand on sait que c'est ça, la bonne voie, il faut la prendre. Au risque vraiment de frustrer certains. Parce qu'on ne peut pas toujours prendre des mesures qui satisfassent tout le monde. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays du monde, il y a des langues minoritaires. Mais on fait un choix, que ce soit en France, que ce soit en Autriche, que ce soit ailleurs. On choisit une langue d'unité nationale. Mais parler de nos langues nationales ne signifie pas renier le français. Parce que le français, par la force des choses, est devenu une langue qui nous appartient et dont nous devons vraiment user pour nous faire entendre de nos voisins africains, pour nous faire entendre à la tribune des nations. Comme Césaire le disait, le français, c'est une arme miraculeuse pour nous. Ça nous permet de régler beaucoup de problèmes. Donc, moi, je suis pour le bilinguisme. Nous parlons nos langues. Par exemple, au Sénégal, si on met le Wolof, langue nationale, ça ne signifie pas que le Pulaar ne sera pas parlé. Mais quand vous allez à Podor, à Matam, ce sera la langue première, le Pulaar. Quand vous allez au Sine, n'est-ce pas, ce sera le Serer. Quand vous allez en Casamance, ce sera le Diola. C'est comme ça qu'on va travailler. Mais la langue d'unité nationale, que tout le monde comprend à 90% ou à 95% de notre population, c'est le Wolof. On n'a pas à hésiter sur ça. Tantôt, vous parlez de Césaire qui a écrit des poèmes sur le nègre. Et l'actualité fait qu'aujourd'hui, vous avez fait aussi un poème sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Un pays considéré comme étant une grande démocratie qui a feu à sang aujourd'hui. À travers le monde, on voit ce qui s'est passé avec l'assassinat de George Floyd. Et vous avez sorti justement un poème par rapport, pour parler de la condition du nègre. Vraiment. Le nègre dont Césaire parlait. Oui, oui. Moi, j'ai été vraiment choqué. Et c'est un poème que j'ai écrit pour George Floyd. Mais je l'ai écrit, c'est sorti comme ça. Mais je m'étonne même de l'audience que ce poème a eue. Pas plus tard que ce matin, l'ancien ministre de la Culture, Mahili Gassama, m'a appelé pour me dire que ce poème doit circuler à travers le monde entier parce que c'est un beau poème. L'ancien chancelier, comment on l'appelle, l'ancien, oui, c'est de l'Ordre national du Lion, c'est chancelier, oui. Oui, de l'Ordre national du Lion, monsieur Si, aussi m'a appelé pour me dire voilà un beau poème qu'on doit même traduire en anglais parce que j'ai posé les problèmes. Cri pour George Floyd. Floyd, mon pauvre frère noir assassiné au Minnesota. Tu n'es pas Charlie, pas un fils reconnu de l'Amérique nantie. Tu n'es petit-fils ni d'esclavagiste, ni de colonialiste aux mains blanchies. Tu n'es qu'un sale nègre destiné à végéter parmi la pègre, bête de proie pour nostalgique de chasse à courre et descendant d'adeptes du Ku Klux Klan. Floyd, mon pauvre frère noir lointain, pourtant si proche. Ton souffle coupé sous le genou du policier entrecoupe de colère inassouvie ma respiration. Mais quoi? Aucun point brandi, point de voix haussant le ton à la hauteur d'un drapeau. Où sont-ils donc les amis de Charlie, les pantins des pays de merde à la mine de Clabot qui protestaient contre la terreur? Se taireront-ils dans le silence, se tiendront-ils quoi? Ne se mobiliseront-ils pas pour une journée de marche quand l'Afrique encore humiliée les écoute?
Floyd, mon pauvre frère noir, te voilà mort comme tant d'autres, d'une mort qui a la couleur de ta peau, la couleur annonçant la nuit tombée sur Minneapolis depuis que tu as rendu le dernier soupir, Marouba Fall. Vous parliez tantôt de Césaire, qui a beaucoup écrit sur la négritude, qui appelle la condition de nègre. Un pays comme les États-Unis, depuis l'abolition de l'esclavage dans ce pays, la ségrégation raciale, qu'on apprenne aujourd'hui qu'un noir, George Floyd, c'est une suite d'autres noirs qui avaient été tués, le monde ne comprend plus que cette grande démocratie soit aujourd'hui justement à feu et à sang, parce que les gens sont en train de protester contre ces tueries contre les noirs. Qu'est-ce qu'on peut dire avec le poème que vous avez sorti? Non, le poème donc m'a été inspiré par les événements que vous évoquez. Cela m'a vraiment choqué et je me suis rappelé que ce n'était pas la première fois. Il y a quelques années, la même chose est arrivée. Les policiers tirent à bout portant sur des noirs ou mettent leurs chiens là à leur pourchasse, à leur poursuite, n'est-ce pas? Et je pense que la situation de ce qu'on appelle les Africains américains aux États-Unis n'est pas du tout reluisante. Et nous nous étonnons que quand même, malgré cela, il y a eu un président noir qui est passé, Barack Obama. Et on se demande si Obama n'était pas un alibi ou bien n'était pas là pour racheter Bush, qui était très impopulaire à cause de tout ce qu'il a fait avec l'Irak et tout ça, n'est-ce pas? Mais quand même, je pensais qu'après le passage de Obama, les choses, les Noirs seraient mieux vus. Mais au contraire. L'Africain a réagi avec son secrétaire heureusement. Pour parler, mais on n'a pas entendu les voix des présidents africains. C'est ce que je dis dans mon poème. Mon poème, vous l'écoutez, vous entendez que je dis « Où sont les amis de Charlie ?» Et je les provoque un peu en parlant de ces pays de merde, les pantins des pays de merde. Parce que aussi, des fois, il faut que les Africains aussi soient un peu orgueilleux. Pourquoi Trump les traite leur pays de merde? Parce que c'est un peu de leur faute. Parce que aussi, ils continuent à tendre la main, ils continuent à plier le genou, n'est-ce pas? Toujours à tendre la joue pour qu'on les gifle. Ce n'est pas normal. Parce que nous sommes des pays indépendants. Nous devons faire valoir, n'est-ce pas, notre présence effective, active sur l'échiquier international. Mais si nous sommes là comme des gens qu'on manipule, parce que quand même, ce qui est fait à George Floyd, ce n'est pas seulement à un Américain, Africain qu'on l'a fait, mais c'est à tous les Noirs du monde. Aux Sénégalais, aux Ivoiriens, à tous. Et je pense que comme ils ont réagi quand il y avait Charlie, ils se sont mobilisés pour aller en France, mais ils devaient aussi se mobiliser ici pour parler d'une seule voix contre ces exactions qui ne sont pas normales contre les Noirs. À travers le monde, on a vu beaucoup de manifestations contre ce qui s'est passé, mais en Afrique, c'est le silence tragique. Mais justement, mon poème d'ailleurs est éloquent sur ce point-là. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV. C'est moi qui vous Question Directe pour parler de votre livre que vous avez sorti aujourd'hui, pour parler aussi de votre position par rapport... Grappe poétique, c'est l'ensemble de mes recueils de poèmes. Il y a 4 poèmes, Cri d'un assoiffé de soleil, Pépite de terre, Cordeau, Chasseur d'éternité, et le poème bilingue, français-wolof, Soudjant, donne hier ouvert, Si le soleil épiait la lune. Voilà. On a parlé des écrivains de coronavirus, on a évoqué la question de l'école, et surtout aussi ce qui se passe aux États-Unis avec l'assassinat de George Floyd. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur cette émission Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.